Monsieur le Président, chers collègues, chers étudiants, chers doctorants, chers amis, on est très heureux de vous accueillir. Est-ce que vous m'entendez avec la sono? Bon. Très heureux, très honoré d'accueillir le président Zagrebelski aujourd'hui pour cette deuxième conférence Louis Favoreux. Je peux le poser? Je peux le poser? Oui. Donc l'année dernière, la première conférence Louis Favoreux avait été inaugurée par Alain Juppé, désormais membre du Conseil constitutionnel après avoir été Premier ministre, et son intervention avait mis l'accent sur le rôle du Conseil constitutionnel. Donc cette année, la présence du président Zagrebelski, qui a été membre de la Cour constitutionnelle italienne de 1995 à 2004 et président de celle-ci en 2004, est l'occasion de valoriser la dimension comparative des recherches de l'Institut Louis Favoreux. La présence du président Zagrebelski nous honore pour différentes raisons, des raisons d'amitié historique et des raisons d'actualité scientifique. L'amitié historique remonte à votre présence à la première table ronde de justice constitutionnelle en 1984. C'était un moment fondateur de notre centre de recherche. Et cette table ronde était dédiée à une question toujours d'actualité, les techniques juridictionnelles de contrôle de constitutionnalité. Vous étiez chargé du rapport italien que vous aviez intitulé « La multiplication des recours en Italie, encombrement et micro-constitutionnalité ». Cette question est peut-être encore d'actualité. Alors à l'époque, la table ronde avait lieu à l'automne, et c'était une table ronde d'abord internationale, mais s'en est suivie une table ronde interne, de droit interne, qui portait sur les 10 ans de la saisine parlementaire. Et donc, différents membres de l'Institut Louis Favoreux, par exemple Thierry Renou, y avaient participé. Alors, on peut dire que vous faisiez partie, avec d'autres évidemment, du premier cercle autour de Louis Favoreux. Et cette amitié a perduré. Vous avez participé à différentes tables rondes par la suite et à différentes manifestations. Et en 2001, vous êtes revenu à Aix-en-Provence alors que vous étiez membre de la Cour constitutionnelle à l'occasion de la soutenance de thèse de Caterina Severino. Vous faisiez partie du jury aux côtés de Louis Favoreux, Alessandro Pizzorusso, elle est là, elle est là, et puis de Thierry Di Mano qui est aussi présent avec nous aujourd'hui. Et personnellement, c'est grâce à la thèse de Caterina dédiée à la doctrine du droit vivant que j'ai découvert cette doctrine associée à votre nom. Cela me conduit à la question de l'intérêt scientifique et de l'actualité scientifique de votre présence parmi nous. Avec de nombreux docteurs de l'Institut Louis Favoreux, je pense à notre directeur Xavier Magnon, évidemment à Thierry Di Mano, à Nicoletta Perlo. Vous avez travaillé sur des questions de droit comparé, de droit constitutionnel comparé avec l'Italie. Xavier, c'était des questions de contentieux constitutionnel et droit communautaire. Pour Thierry, c'est la question des décisions interprétatives. Donc on pense à la comparaison que vous avez réalisée avec les réserves d'interprétation. Nicoletta, c'est la question de l'évolution du droit public du cinéma en France et en Italie. Et puis, il y a d'autres travaux de droit comparé qui nous orientent vers d'autres domaines. Je pense à la thèse d'Audrey, qui compare les systèmes constitutionnels anglais, britanniques, canadiens et américains. Donc, j'insiste sur ce point pour dire une chose. Vos travaux, et celui de Caterina plus particulièrement parce qu'il porte sur une doctrine que vous avez développée, montre tout l'intérêt des recherches en droit comparé et leur dimension prospective. En effet, lorsque Caterina a fait sa thèse sur la doctrine du droit vivant, la France ne connaissait pas la QPC, c'était 9 ans avant la QPC, on en était encore au
saisine parlementaire, et en 2004, c'était les 30 ans de la saisine parlementaire. Donc on était vraiment dans cette dynamique de contrôle a priori. Mais une fois la QPC entrée en vigueur, le Conseil constitutionnel s'est inspiré de la doctrine du droit vivant dans la célèbre décision Isabelle D et Isabelle B, qui porte sur la question de l'adoption au sein d'un couple non marié, et dans laquelle il a contrôlé l'interprétation jurisprudentielle de l'article 365 du Code civil. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que par cette décision, en quelque sorte, et je reprends les propos de Dominique Rousseau, l'art italien est entré au Conseil constitutionnel. Voilà ce qu'il a écrit. Alors, cette doctrine du droit vivant, même si vous avez développé d'autres doctrines, que vous avez écrit d'autres travaux, elle montre une chose. Elle montre, me semble-t-il, que le modèle européen de justice constitutionnelle n'est pas désincarné. Elle montre que l'opposition entre les modèles européens et américains n'est pas aussi tranchée que cela. Dans le modèle européen, il est vrai que le contrôle a posteriori n'exige pas, comme aux États-Unis, une controverse de chair et de sang, comme on dit, flesh and bones controversy. Mais le modèle européen et la doctrine du droit vivant montrent la prise en compte du droit tel qu'il vit, facile, mais elle montre aussi le fait que le droit est le reflet du social et le reflet de la société. Vous avez aujourd'hui choisi de nous parler d'une question d'actualité, une question de déontologie constitutionnelle, mystérieusement intitulée « Un dilemme pour les constitutionnalistes à l'heure des difficultés du constitutionnalisme ». Quel dilemme? Quelle difficulté? Voilà comment j'ai essayé de les interpréter. Les questions de déontologie, et pas seulement de déontologie constitutionnelle, sont d'actualité. Les questions des dilemmes des constitutionnalistes le sont aussi. En France, en début de semaine, la ministre déléguée aux collectivités territoriales a démissionné. Elle a démissionné après que la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique a annoncé saisir la justice concernant sa déclaration de patrimoine. La déontologie se diffuse partout. En France comme à l'étranger, elle gagne souvent ses lettres de noblesse à la suite de scandales. L'affaire Cahuzac a donné lieu à la loi sur la transparence dans la vie publique. Au Royaume-Uni, c'est l'affaire des notes de frais qui, en 2009, a donné aussi lieu à de nombreuses réformes liées à la transparence dans la vie publique. D'ailleurs, la France, lorsqu'elle a mis en place la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique, s'est inspirée du système britannique notamment, et des réformes qui avaient été conduites quelques années auparavant au Royaume-Uni. Il y a désormais des déontologues au sein de presque toutes les institutions. À l'Assemblée nationale depuis 2011, et les premiers déontologues ont été professeurs de droit public, notamment Ferdinand Mélin-Soukramanien, qui était un docteur de Louis Favoreux, et puis d'autres collègues professeurs de droit public. Alors, il n'y a pas aujourd'hui de professeurs de droit public au sein du Conseil constitutionnel. Par contre, dans les collèges ou les systèmes de déontologie, ils sont recrutés. Il y a un collège de déontologie au Sénat. Il y a depuis 2011 un collège de déontologie de la juridiction administrative et depuis 2016 un collège de déontologie de la juridiction judiciaire dans la foulée de la loi qui porte sur la déontologie et les droits et obligations des fonctionnaires de façon plus générale. Donc la déontologie est presque partout. Pour l'instant, il n'y a pas de déontologue au Conseil constitutionnel, sauf si j'ai raté quelque chose. Plusieurs questions se posent alors, à propos de ces nouvelles règles, à propos de ces nouveaux organes.
quel est le véritable rôle de ces organes, le rôle de ces lois qui imposent ces règles de déontologie? Surtout, quel est leur rôle dans un contexte de montée des populismes? Quelle est l'effectivité de ces règles dont la plupart sont des règles de soft law? Que faire lorsque l'absence de déontologie n'est pas un problème pour les électeurs? Que faire lorsque l'absence de déontologie est poussée à l'extrême? L'implication de Donald Trump dans la prise du Capitole en est un exemple. Que faire encore lorsque dans un pays qui n'a pas de constitution formelle et qui est basé sur une forme d'autolimitation des gouvernants, comme le Royaume-Uni, que faire lorsque ces gouvernants ne respectent pas eux-mêmes les règles qu'ils fixent aux citoyens? Vous savez à quel scandale je pense et je fais référence, il s'agit du scandale du Partygate. Lorsque des gouvernants comme Boris Johnson modifient leurs propres règles de déontologie, les manuels de cabinet, pour réduire le champ de leurs responsabilités, toujours dans le cadre de ce scandale du Partygate. Qu'en est-il en Italie, notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni? Alors voilà quelques éléments qui posent question, qui interrogent le citoyen. Ils nous interrogent en tant que constitutionnalistes, en tant que constitutionnaliste comparatiste, sur la façon dont on peut ou sur la façon dont on doit se positionner. Voilà quelques raisons pour lesquelles il me semblait que votre analyse et votre expérience allaient beaucoup nous apporter et nous vous sommes très reconnaissants de votre présence ici parmi nous. J'ai l'habitude de concentrer les remerciements dans cette formule qui me permet de ne pas oublier personne, c'est-à-dire tous ceux qui ont droit d'être remerciés se considèrent chaleureusement remerciés. Bon. Je vous permets d'utiliser cette formule. Bon. Alors, je suis heureux d'être ici dans cette faculté. On l'a déjà dit, j'étais un des élèves de Louis Favoreux. Sa générosité a touché beaucoup d'entre nous, et moi parmi eux. J'ai participé la première fois à une initiative d'Aix-en-Provence de Louis. Vous avez dit en 1984, je me permets de vous contredire. 1981. C'était l'époque du grand colloque international dont les actes ont été publiés sous le titre Cour constitutionnelle européenne et droits fondamentaux. 81. Non, nous devons aller contrôler, mais c'était le début de la mission de Louis Favoreux en tant que constructeur, on peut dire, de la justice constitutionnelle en France, de la transformation du contrôle de constitutionnalité que d'abord était en France une catégorie plutôt politique que juridique, et la transformation du Conseil en un véritable juge constitutionnel, avec ses caractéristiques, ce caractère différent par rapport aux autres juridictions. Mais aujourd'hui, la justice constitutionnelle à la française est devenue un des modèles de justice constitutionnelle dans le monde. Je vous disais, je suis vraiment heureux. Cette ville, cette université, pour moi, est pleine de souvenirs, de beaux souvenirs. Pendant presque une douzaine d'années, je passais le mois de juillet ici, au pavillon L'Enfant. Il y avait des séminaires. Je suivis et je faisais des cours sous la protection, pour ainsi dire, de Louis Favoreux.
j'ai été vraiment un élève de lui. Et je me souviens les obsèques. J'ai participé, j'étais à la cour, j'étais à la juge. J'ai été délégué, j'ai été heureux de pouvoir y être. L'occasion n'était pas heureuse, bien sûr, mais je me souviens de l'esprit général dans l'église. Il y avait des gens qui pleuraient. Et moi été parmi les plus jeunes qui n'ont pas eu la chance de le connaître ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont perdu. Et pour nous, notre tâche, une de nos tâches, c'est de renouveler son souvenir avec beaucoup de participation, come si dice commozione, Caterina, beaucoup d'émotion. Bon. Alors, cet après-midi, j'ai choisi un thème. Qu'est-ce que c'est le thème? Je ne me souviens même. Les dilemmes des constitutionnalistes à l'heure des difficultés du constitutionnalisme. Oui, c'est un discours de déontologie, comme vous avez dit, d'un certain point de vue qui n'est pas nécessairement le même, mais on aura la possibilité dans la discussion que j'espère aura lieu à la fin de mêler les perspectives. Je vous prie de prendre note tout d'abord de cette distinction lexicale: constitutionnalisme, constitutionnaliste et constitutionniste. En italien, costituzionalisti, costituzionisti. Tout mon discours est bâti sur cette distinction. Qu'est-ce que ça signifie, constitutionnaliste? On peut imaginer de le savoir. Qu'est-ce que c'est le constitutionniste? Il faut l'expliquer. Oui. Bon. Alors, je m'excuse. Autrefois, je parlais français beaucoup mieux qu'aujourd'hui, mais j'ai perdu l'habitude. Je me suis un peu arrugginito, come si dice? Rouillé. Rouillé. Bien. Alors, je vous demande pardon, vous faire un effort. Je vous prie de ne rire trop souvent en écoutant mon exposition. Soyez respectueux d'un vieux professeur qui a perdu une habitude que autrefois qui autrefois l'aidait dans des occasions publiques comme celle d'aujourd'hui. Alors, on peut commencer par une citation de Didier Morse dans un article sur la Revue française de droit constitutionnel à l'occasion du départ de Louis Favoreux. Une mission constitutionnelle, a écrit Didier Morse dans la Revue française, ou plus simplement une tâche digne de son propre engagement. Mission, c'est peut-être un peu trop, mais nous avons, en tant que juristes et constitutionnalistes, nous avons une tâche particulière, et je veux parler précisément de cela. Peut-être quelque chose du missionnaire est dans chacun de nous. Sur ce point, je voudrais proposer une réflexion à partir d'une certaine réminiscence historique sur les conceptions du droit. Les biographies des juristes offrent souvent des raisons d'intérêt comme, et même plus que leur bibliographie. Les biographies sont plus importantes que les bibliographies.
Ce sont, pour ainsi dire, des témoignages vécus, donc plus dignes de foi que les mots qui sont souvent utilisés pour cacher, déformer et adoucir. Parmi nous, je crois qu'il y a quelqu'un qui connaît Gerhard Anschütz, co-auteur du commentaire de référence sur la Constitution de Weimar. Il venait de la tradition libérale du Reich impérial et était devenu une voix qui faisait autorité sur la Constitution démocratique du 1919 en Allemagne. Lorsque les nationaux socialistes prirent le pouvoir en Allemagne, il en tira les conséquences en tant que professeur de droit constitutionnel. En mars 1933, 33 c'est la date de la prise du pouvoir des nazis en Allemagne, il demanda à être placé en retraite anticipée par une lettre adressée au ministre de l'Éducation nationale. Le passage central est celui-ci. C'est ma conviction de longue date sur laquelle je demande le consentement du ministre que l'enseignement du droit constitutionnel impose aux enseignants des exigences non seulement juridiques mais aussi politiques. Pour l'occasion, on pourrait dire déontologiques. La tâche du professeur de droit constitutionnel n'est pas seulement de transmettre aux étudiants la connaissance du droit constitutionnel allemand, mais aussi de les éduquer, les étudiants, de les éduquer dans le sens et l'esprit de l'ordre constitutionnel en vigueur. Cela exige, voilà le point, de mon point de vue décisif, cela exige un degré élevé d'adhésion intime de l'enseignant à la loi de l'État. Adhésion. Il est de mon devoir d'honnêteté d'avouer qu'en ce moment, je ne trouve pas ce lien avec la nouvelle constitution allemande, la nouvelle loi constitutionnelle, qui est en train de s'imposer. La même année, dans un article fameux dont le titre est Staatsbewegung Volk, proclamait déjà à cette date que la constitution de Weimar n'existe plus. Dans l'économie de nos considérations d'aujourd'hui, il est pertinent que la décision de se retirer de l'enseignement ne dépend pas de la violation de la liberté académique, alors menacée mais pas encore actée. Elle dépend d'un caractère propre à l'objet de l'enseignement, le droit constitutionnel, qui exige, je me répète, un haut degré d'adhésion, pour ne pas tomber dans la simple érudition. Au-delà du geste digne de respect, ce qui en plus mérite d'être souligné, c'est que Anschütz comptait parmi les positivistes de la Constitution. En tant que positiviste, quel que soit le sens de ce mot, on aurait pu s'attendre qu'il était prêt à se rendre disponible pour tout droit positif, formel ou matériel qu'il soit. Mais cela n'a pas été le cas. Positiviste, mais avec un sens de la noblesse, pour ainsi dire, de la profession de constitutionnaliste qui l'a obligé, selon l'obligation de conscience, de laisser l'enseignement. Quelle en est la raison? Et voilà la question. Réfléchissons
à notre expérience commune. N'est-il pas vrai que, lorsque, dans notre jeunesse, nous décidions de l'orientation des études auxquelles nous aurions consacré notre vie professionnelle, le choix s'est porté sur le droit constitutionnel, non pas pour des raisons de réussite sociale ou de facilité matérielle, mais pour l'adhésion à quelque chose de plus grand, différent et intrinsèque à la matière elle-même, la matière constitutionnelle. N'est-il pas vrai? Choisir le droit des affaires ou le droit fiscal, par exemple, n'aurait pas été la même chose pour nous quand nous étions jeunes. En quoi ce quelque chose de plus consiste? La question nous amène à des réflexions importantes et nous oriente également vers certaines conclusions en ce qui concerne notre statut de constitutionnaliste d'aujourd'hui. Ici, quelques considérations de théorie, si c'est permis. Nous pouvons faire un peu de théorie. Ça nous fait plaisir, quelquefois. Notre sujet, le droit constitutionnel, a un caractère mixte. Il est à la fois factuel et normatif. Ce que factuel signifie est clair. Il s'agit de l'ensemble de normes qui constituent, pour suivre la terminologie de Louis Favoreux, le bloc de constitutionnalité. Ça, c'est le donné de fait, qui est fait de normes, mais c'est une donnée. Ce que signifie l'élément normatif de la Constitution, en revanche, doit être clarifié spécifiquement au moyen de ce caractère intrinsèque qui la différencie de tout autre domaine de l'ordonnancement juridique de l'État. Là où il y a droit, il y a prétention de droit être, devoir être, sollen, kelsen, not sein, sollen, ce qui nous fait un peu peur. Toutefois, la normativité de la matière dont les constitutions sont faites est, pour ainsi dire, métanormative ou ultranormative. Ou, pour m'exprimer autrement, la Constitution est normative d'un point de vue prépositif. Qu'est-ce la force qui transforme des propositions simples, souvent formulées dans le présent indicatif? Par exemple, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Ou encore, par exemple, l'Italie est une république démocratique fondée sur le travail. Qu'est-ce qui transforme ces formules en force normative, qui transforme l'être, la description? L'Italie est, la France est, en devoir être. Où est la matrice de cette transformation? La transformation de l'être en obligation d'être dans tous les autres domaines du droit interne. Le droit international fait partiellement exception, est assuré par des appareils répressifs complexes, prédisposés, qui fonctionnent sous condition de l'effectivité de la Constitution dans son ensemble. S'il y a des tribunaux qui fonctionnent, qui prononcent des décisions, c'est parce que la Constitution est effective. Mais pour la Constitution, ce n'est pas le cas. Elle aussi prévoit des institutions visant à en assurer le respect, c'est-à-dire sa validité concrète, les institutions de garantie,
en premier lieu les juridictions constitutionnelles. Mais il s'agit là d'une garantie intra- ou subconstitutionnelle qui est opérationnelle à la condition que la Constitution soit déjà à son tour opérationnelle, soit déjà à son tour effective. Mais qui garantit l'opérativité de la Constitution elle-même? La réflexivité. J'espère que soit claire cette notion de réflexivité. Une norme qui doit s'imposer ne s'impose pas par conséquence de la force de la norme. Il faut y avoir une autre norme, un autre principe, une autre force, la grande norme effective. Alors, ce n'est pas le cas pour la Constitution, qui prévoit des garanties, des juridictions constitutionnelles. Mais il s'agit là d'une garantie qui présuppose déjà la effectivité de la Constitution. La réflexivité, je me répète, n'est pas une qualité de la normativité. Il faut qu'on puisse invoquer une force existentielle présupposée qui lui la confère. Or, de la théologie, ce qui est normatif ne trouve pas en soi les raisons de sa normativité. Cette force est inévitablement l'adhésion. Est-il paradoxal que la plus importante, la plus élevée des sources du droit soit aussi la plus fragile? Mais ce n'est pas paradoxal, tout au contraire. Elle est fragile parce que l'adhésion manque d'assurance, n'est pas assurée une fois pour toutes. Elle dépend de nombreuses raisons et aspirations. Paix sociale après une guerre civile, bonne vie sociale, quoi que cela puisse signifier, exclusion ou persécution des ennemis, puissance de l'État ou domination de partis sur les autres. Tout cela appartient à des raisons présupposées, des bonnes ou de mauvaises raisons. Ce n'est pas le problème dont nous discutons aujourd'hui. Mais dans tous les cas, l'assurance est la fille de la liberté. Et la liberté peut tourner partout où elle veut. Peut se diriger vers la liberté, la bonne vie sociale, vers l'oppression. La liberté présupposée à la Constitution. C'est comme l'esprit, comme dit l'Évangile. L'esprit, comme le vent se dirige où il veut. L'esprit. Et la liberté, c'est la même chose. Même lorsque la Constitution a imposé par un acte de volonté d'un autocrate ou par l'imposition d'un pouvoir étranger absolu ou par un coup d'État, même alors, il y a à la base une libre adhésion à une idée de Constitution, du moins par ceux qui disposent du pouvoir constituant. L'adhésion est l'âme de la Constitution. Sans âme, elle est un cadavre qui peut être embelli ou momifié, mais dans le seul but de tromper. Les présupposés du droit constitutionnel sont exigeants, et ils le sont, en fait, dans une perspective générale, précisément parce que la Constitution ne concerne pas les individus considérés en soi, tout seuls, les individus individuellement, c'est-à-dire selon leurs désirs, leur perspective de vie et leur conception de la bonne vie. Toutes choses qui peuvent être cultivées dans l'intimité de leur propre maison. Ils sont des faits sociaux,
sociaux concernant les individus en tant que partie d'un corps collectif. Pour cette raison, l'adhésion sur laquelle repose la normativité du droit constitutionnel est nécessairement diffusiva sui, comme disaient les philosophes du Moyen-Âge. Il y a des choses qui existent si peuvent se diffuser. Autrement, ils n'existent pas, n'ont pas raison d'être. Exigeant un engagement concret en faveur de la choralité. Dans les moments de calme, nous ne réalisons pas la fragilité de la Constitution, ni même la nécessité de diffuser le consensus de base. Nous commençons à les remarquer dans les moments d'inquiétude politique. C'est notre moment, un moment dans lequel sont impliqués tous ceux qui se soucient de la vie des institutions constitutionnelles, et parmi eux, notamment, les spécialistes du droit constitutionnel. Dans les moments de calme, la sauvegarde du caractère scientifique de notre travail et la croyance qu'il se déroule sous la Constitution, en marge des interprétations légitimes. Mais quand les idées de la Constitution sont bouleversées, cette croyance nous condamnerait à l'insignifiance. Depuis quelque temps, étant donné la crise des démocraties libérales à l'échelle globale, les spécialistes du droit constitutionnel sont engagés dans une tâche considérable. Cet engagement essentiel concerne le soi-disant, et je cite un débat qui est en cours, concerne le scolactivisme. Vous êtes doctrinal, non? C'est un débat qui a été lancé il y a quelque temps. Et son objet est la légitimité de nous en tant que constitutionnalistes, de notre engagement dans le débat public sur la Constitution. Dans le volume du mois d'août de cette année, l'influente revue cosmopolitique anglo-saxonne Icon, la revue internationale Society, le titre est International Society of Public Law, le professeur Tarun Kaitan, professeur à Oxford, publie un article qui a une prétention méthodologique et programmatique claire, intitulé « Sur le scolactivisme dans les études constitutionnelles ». Pensée sceptique. C'est une sorte de mise en garde adressée aux constitutionnalistes qui consacrent leurs recherches et leurs méditations à des fins pratiques qui dépassent la simple connaissance et la diffusion de leurs résultats. Ce dont il s'agit serait quelque chose comme l'intégrité ou l'honnêteté intellectuelle de la profession du chercheur, inévitablement incité à chercher ce qu'il a décidé de trouver de toute façon, qu'il a déjà décidé de trouver. L'activisme, ou mieux l'activiste, est un militant, et le militant, contrairement à l'érudit, accorde peu d'importance aux sources, à la littérature, au dialogue, à l'ouverture, à l'autocritique, c'est-à-dire à tout ce que nous considérons nécessaire à la fiabilité de la science et à l'intégrité des scientifiques. Ce qui compte pour l'activiste, c'est le résultat. La fin justifie les moyens, et les moyens sont bons dans la mesure où ils servent à atteindre cette fin.
C'est la contradiction de toute connaissance qui, pour pouvoir se targuer de titres scientifiques, doit adopter un statut méthodologique dans lequel les moyens ont une valeur en eux-mêmes, sont au début de l'activité du savant, sont ouverts à tous les résultats possibles et ne sont pas instrumentalisés en vue d'un résultat établi a priori. Les objets pratiques, en fait, peuvent être méprisables, tels que les prébendes, l'adulation du pouvoir, la carrière ou le succès personnel, ou au contraire nobles et désintéressés, tels que les réformes en vue d'un intérêt général quelconque. Peu importe, selon le professeur Kaitan, peu importe la qualité des intentions, car elles sont dans tous les cas des facteurs de perturbation du travail scientifique. Par conséquent, dans le travail scientifique, on doit toujours se méfier. Tout cela, selon la thèse des non-activistes, est parfaitement clair, sauf qu'on accepte l'idée que la connaissance a à voir avec l'intérêt et le pouvoir, et non avec la vérité, quel que soit le sens de ce mot, la vérité. Ces thèmes, nous le savons bien, peut-être les Américains un peu moins que nous, ces thèmes ont une longue tradition en Europe, presque ignorée dans les cécités et dans le débat qui a suivi. Ce qu'il importe de noter, c'est que cette discussion se déroule à un moment particulier de l'histoire des démocraties libérales et de leur constitution. Un moment de faiblesse, sinon d'un possible crépuscule. En tout cas, nous ne sommes clairement pas dans un moment de calme. Dans le moment d'incertitude et de controverse, la Constitution, en tant qu'objet donné, non problématique et accepté, est obscurcie par la Constitution en tant qu'objet à donner. La Constitution devient problème et même champ de bataille. C'est une période difficile pour les savants de la Constitution, car il s'agit d'un moment qui pose l'alternative entre une attitude descriptive et désengagée et une attitude normative et engagée. La tension entre le double côté du droit constitutionnel, factuel et normatif, dont je parlais il y a quelques minutes, devient aiguë, et la position de ceux qui s'intéressent et prennent soin de la Constitution s'éloigne les unes des autres. Dans le débat qui a suivi la publication du texte surmentionné, tous ceux qui ont pris la parole ont insisté sur ce point qu'on peut nommer intégrité, c'est-à-dire l'honnêteté et la transparence des positions, l'ouverture aux révisions, aux corrections de ses propres opinions, l'utilisation non frauduleuse des sources, l'exposition correcte des thèses d'autrui dans le moment de réfutation, l'approfondissement qui nécessite du temps de réflexion, la philologie scientifique rigoureuse. Bref, toutes les qualités requises dans le domaine des sciences. Tous convergent vers un seul idéal, un seul impératif, celui que Max Weber résumait de cette manière: le dévouement intégral à son objet, c'est-à-dire l'objet en première place et le spécialiste, le savant lui-même, en seconde place. Dans l'ensemble, toutefois, la plupart des participants au débat lancé par le professeur Kaitan
n'ont pas partagé son opinion. Ils s'expriment en faveur du scolactivisme, craignent en faveur du scolactivisme, craignent l'isolement dans la tour d'ivoire ou plus prosaïquement dans les bibliothèques, les tables rondes, les académies ou tout simplement dans son propre bureau. Surtout, quelqu'un d'entre eux considère l'isolement, c'est-à-dire la abstention, dans les situations constitutionnelles conflictuelles, comme une sorte de participation à travers un faux compromis avec sa propre conscience, une participation au conflit par omission. Plutarque raconte que Solon avait condamné ceux qui, lorsque la polis est bouleversée par la stasis, c'est la situation qui précède la guerre civile, un moment d'immobilité, avant le déluge. Ça, c'est la stasis. Alors, à condamner ceux qui, lorsque la polis est bouleversée par la stasis, par calcul ou paresse, se tiennent à la fenêtre pour observer de quel côté tourne la fortune, prenant parti de ce côté, comme le font les opportunistes. Les peines établies par l'ancien législateur d'Athènes étaient particulièrement sévères. Le sous-entendu était que dans une situation de stasis, il faut s'engager. L'agnosticisme des constitutionnalistes en particulier n'est pas possible à cause de la nature de la matière constitutionnelle. L'activisme devient non seulement un devoir, mais aussi une nécessité à laquelle on ne peut échapper qu'à condition de se retirer noblement et définitivement dans l'ombre et de renoncer à sa propre profession selon l'exemple de Anschutz mentionné au début. Noble exemple, mais qui démontre l'inutilité. Une autocondamnation à l'inutilité. Pour ceux qui exercent une activité intellectuelle et ne se satisfont pas de la triste condition d'érudit, l'essentiel est le contraire de l'apathie. C'est la liberté dans le service exclusif rendu à l'objet auquel on se consacre. Dans les sociétés et dans le temps où nous vivons, nous avons le grand privilège de jouir de cette liberté. Pour nous, la liberté de pensée et d'action nécessaire pour la communiquer et la diffuser est équivalente à la justice au sens spécifique qui nous concerne primordialement. La justice pour nous et le pouvoir pour nous, qui sont des chercheurs qui ont consacré la vie à la vérité. La justice, c'est la liberté de chercher la liberté et la vérité, de mettre en pratique la liberté en vue de la vérité. Dans les sociétés et dans le temps où nous vivons, nous avons ce grand privilège. Mais si nous sommes professeurs dans les institutions publiques et par conséquent nous sommes des fonctionnaires, les constitutions nous garantissent la liberté de la recherche et de l'enseignement. Nous sommes responsables, nous ne sommes responsables devant personne, nous sommes responsables devant nous-mêmes. Nous ne sommes soumis à aucune hiérarchie pour que nous puissions servir notre objet. Rappelons comment Hans Kelsen, hommage à Hans Kelsen. Je ne l'ai jamais connu. Hein. Je ne le connais pas. Je pensais que vous êtes, non. que vous êtes, non, vous êtes, contemporain. Vous étiez son élève, non, pas contemporain. Non. Malheur. Non, bon, je alors, suis vieux, mais pas. Rappelons comment Hans Kelsen a conclu son discours sur la justice
justice du point de vue des personnes de culture. Citation. Puisque ma profession est par conséquent la chose la plus importante dans ma vie est la science, pour moi, la justice est cette justice sous la protection de laquelle la science, et avec la science, la vérité et la véracité peuvent s'épanouir. C'est la justice de la liberté, la justice de la paix, la justice de la démocratie. C'est la justice de la tolérance. Voilà la justice. Oh, s'il est vrai, combien de temps j'ai encore? Donc vous souhaitez. Ça ferme à 21h. Hein? La faculté ferme à 21h. Ah bon, si vous voulez, je suis prêt. S'il est vrai qu'il existe des circonstances qui obligent les constitutionnalistes à prendre position, on doit également évaluer les dangers. La chair n'est pas pour les démagogues et les prophètes, écrivait encore Max Weber. Je pense que nous serons tous d'accord avec lui. À cet égard, nous pouvons évoquer le contraste mémorable qui, à l'époque de la Révolution en France, a opposé Condorcet et Talleyrand, auteur le premier de 5 mémoires sur l'instruction publique et le second d'un rapport à l'Assemblée nationale sur l'éducation nationale. Instruction, éducation. Il s'agissait de diffuser parmi les citoyens les principes de la Constitution, de la Déclaration du 89. En résumé, selon Condorcet, pour se défendre des charlatans en italien, il aurait suffi de diffuser la connaissance des principes immortels de la Révolution, diffuser la connaissance. La Constitution aurait dû faire partie de la conscience publique, mais seulement en tant que fait, et non en tant que doctrine. Il s'exprime par ces mots. Si elle s'était transformée en doctrine, elle serait devenue une sorte de religion profane, ennemie de la liberté des esprits. Talleyrand se situait dans une position différente, voire opposée. Il ne croyait pas à l'adhésion spontanée. Il soutenait la fonction éducative de l'État. Avec le langage actuel, la fonction d'un État éthique. La Constitution était pour lui un catéchisme. Les catéchismes constitutionnels, sur le modèle du catéchisme des vérités catholiques, ont en fait prospérer dans divers pays où l'influence de la morale jacobine s'est faite le plus sentir. La prémisse était que toute constitution exige la conformité de la moralité publique et que cela devrait être inculqué aux jeunes personnes au cours de leur éducation. Pour être honnête, c'est une citation, la Constitution ne peut pas vraiment exister si elle reste écrite dans un code, si au-delà elle ne jette pas ses racines dans l'âme de tous les citoyens, si elle ne transmet pas pour toujours de nouveaux sentiments, de nouvelles coutumes, de nouvelles habitudes. Condorcet avait mis en garde contre le danger d'une religion civile qui, sous prétexte de chérir la liberté, chérir, accarezzare la liberté, la violerait dans son aspect le plus délicat, la libre conscience. Nous sommes loin des conditions dans lesquelles ce débat s'est déroulé à cette époque. Et nous tous rejetons l'idée de devenir des catéchistes constitutionnels.
Dans notre travail, nous avons affaire avec des principes qui exigent des preuves de leur validité. Ces preuves sortent de l'expérience fournie par l'histoire et aussi de l'enchaînement logique et conséquentiel des idées. Si tu soutiens une certaine idée, dois être conscient du fait que de cela dérive, il y a des conséquences. On ne vit pas de pensées isolées, de principes tout seul. De chacune des idées, de chacun des principes dérivent des conséquences. Le fait que la matière constitutionnelle de base est nécessairement composée de principes et de valeurs politiques nous empêcherait-il d'en parler en termes scientifiques? Serions-nous condamnés à la charlatanerie, au boniment, à la propagande, si nous examinons les principes et les valeurs constitutionnelles et nous déclarons qu'est-ce qu'ils signifient, quelles sont les conséquences qui peuvent dériver ou qui, historiquement, sont dérivées de certains principes? Bien sûr, il s'agit de rester fidèle à l'intégrité scientifique mentionnée ci-dessus. Mais qui pourrait soutenir que pour traiter de la Constitution, il serait nécessaire de violer notre intégrité? Par exemple, pourquoi devrions-nous garder le silence sur leurs applications dans l'histoire constitutionnelle, l'application des principes, sur les conséquences qui en résulteraient, surtout quand elles, les conséquences, ne sont pas immédiatement visibles aux non-spécialistes? Nous ne devons pas nous taire. Notre tâche, au contraire, est d'en parler haut et fort. Donc, s'engager dans ce sens spécifique. Ensuite, puisque nous voulons vivre dans des sociétés libres, chacun arrivera à ses conclusions sur la base de ses choix de principes et de valeurs. Bien sûr, la modération dans le contraste est la bienvenue, même dans les discussions entre constitutionnalistes. Je parle du point de vue italien. Nous avons une expérience où la modération n'a pas été tenue à beaucoup d'honneur. La modération est la bienvenue. Heureusement pour nous, nous n'avons pas forcément besoin d'atteindre le paroxysme qui a fait écrire à Constant, s'adressant à Lafayette, 1818, à l'époque de la Seconde Restauration, pour lui ordonner de prendre position, de s'engager face à la vengeance des ultra-royalistes et à la révolte des derniers jacobins qui s'opposaient dans une sorte de guerre civile latente. Et il écrivait à Constant, qui était un type intéressant, Benjamin Constant, mais très prudent, peut-être un peu trop prudent dans certaines circonstances. Il écrivait « Nous sommes conscients que la violence verbale, sinon matérielle, sommeille dans l'antichambre de nos contrastes. C'est pourquoi il faut rester en alerte. La matière constitutionnelle peut devenir explosive d'un moment à l'autre. Il se joue ici un jeu terrible. Nos têtes servent d'enjeu. Apportez la vôtre. Heureusement, mais quand je faisais classe avec mes étudiants, je disais, le droit des finances, oui, c'est une belle chose, le droit civil. Soyez conscients du fait que dans la matière constitutionnelle, il arrive des moments où la tête est l'enjeu. Et il faut savoir qu'on pourrait jouer sa tête.
Le choix des a priori dans le débat constitutionnel, dans les moments de trouble des institutions, est libre. Ce choix, l'a priori. Gerhard Anschutz, par exemple, s'est inspiré des valeurs de la démocratie libérale et sociale de la Constitution de Weimar, tandis que le Carl Schmitt de Staat, Bewegung, Volk, c'est un essai qu'il faudrait lire et relire. L'a priori, c'était le totalitarisme fasciste. Chacun d'eux a assumé ses prémices et ils ont été contestés d'un côté ou de l'autre, devenant l'objet de débats, de contrastes et même de luttes scientifiques et politiques acharnées. Si Schmitt s'était engagé du côté du nazisme et d'autres du côté des démocraties libérales, il n'avait pas cessé de s'occuper de constitution en tant que juriste. Ils étaient juristes, tous les deux. Ils se sont simplement tournés vers des valeurs politiques opposées que nous pouvons juger, approuver ou condamner. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'il pourrait être privé de son titre de juriste. Ce n'est pas une garantie d'être juriste, et encore moins d'être constitutionnaliste. Nous n'avons pas d'assurance. Cependant, une différence doit être faite en fonction du contenu des prémices d'où ils procédaient, les deux, Anschutz, Carl Schmitt. Nous sommes libres d'assumer les prémices. Et il faut faire des différences. Une chose est la riche tradition qui a son noyau fondateur dans la définition universaliste de constitution résultant de l'article 16 de la Déclaration. Je fais en ce moment un hommage à la grande tradition française, c'est-à-dire la garantie des droits et libertés et la division du pouvoir et la séparation des pouvoirs. La division du pouvoir et la séparation des pouvoirs. Autre chose est la contradiction de cette conception, au nom du, par exemple, nationalisme, souverainisme, confusion des pouvoirs, l'absorption des individus dans l'état totalitaire, du déni des droits, de la discrimination, de l'oppression des minorités, des divers jusqu'au racisme, etc. Tout cela font partie de prémices, mais ces derniers n'appartiennent pas à la tradition du constitutionnalisme. Ils opèrent tous sur le terrain de la Constitution, mais d'une manière et avec des contenus différents. Mais seuls les premiers, ceux qui s'inspirent à l'article 16, seuls les premiers ont droit au titre de constitutionnaliste, parce qu'ils s'inscrivent dans le constitutionnalisme, un phénomène historique, culturel précis, riche de contenu et toujours renouvelable. Les autres n'ont pas le droit à ce titre et devraient être appelés, si vous voulez, constitutionnistes. Ils s'occupent de constitution, mais le sens de leur constitution n'est pas le sens de l'article 16. En tant que tel, ils combattent à la fois les constitutionnalistes et le constitutionnalisme. Voilà, je pourrais terminer ici avec cette idée, cette distinction constitutionnaliste et constitutionniste, mais peut-être pourrait être intéressant de dire encore quelques mots sur cette distinction qui me paraît fondamentale. Si je pense à la situation des discussions constitutionnelles
dans mon pays, mais peut-être ce que je veux dire peut avoir une valeur plus générale. Il y a deux façons d'envisager les relations entre l'État et la Constitution. Dans une terminologie allemande, le Verfassungsstaat a été distingué du Staatsverfassung. L'inversion des termes change le point de vue. Ce n'est pas seulement un jeu du lexique des mots. Verfassungsstaat signifie État ayant une constitution. L'État qui est qualifié par une constitution. L'État qui s'est donné une constitution comme un ajout. L'État existe et il décide à un certain moment de se donner une constitution. Staatsverfassung signifie constitution de l'État. Constitution dans le sens allemand, verfassen en allemand veut dire mettre ensemble, constituer. Prendre une matière brute et la mettre en forme, l'organiser. Alors, Staatsverfassung signifie constitution de l'État. L'État qui existe au moyen de la Constitution. État qui coïncide avec la Constitution, sans laquelle il n'est rien. Poussière que toute brise peut balayer. La Constitution est l'essence de l'être État. La distinction est claire lorsque, par Constitution, nous n'entendons pas, si vous me permettez ce jeu de mots, l'État de l'État, c'est-à-dire la Constitution factuelle, matérielle, qui se réalise dans l'expérience historique et se stabilise même en l'absence d'un document qui formule les règles, les normes constitutionnelles. Mais nous entendons, la distinction est claire si nous entendons le document formel et solennel qui est écrit pour que l'État puisse exister sans tomber dans l'anomie, dans la confusion, de la guerre civile. Il s'agit de savoir ce qui vient en premier lieu, ce qui est le fondement de l'autre, la constitution de l'État ou l'État de la Constitution. Ce ne sont pas des jeux de mots, ce sont des différences historiques conceptuelles. Et l'attitude des constitutionnalistes et de ceux qui s'occupent de constitution, disons plutôt en général, dépend de l'hypothèse de l'un ou de l'autre précédent. L'État se donne-t-il une constitution ou la constitution donne-t-elle naissance à l'État? À cet égard, il s'agit d'une renaissance de l'ancienne distinction entre Staatsrecht et Rechtsstaat. Le Staatsrecht est le droit public tel qu'il est conçu en Allemagne, comprenant le droit constitutionnel, administratif, financier, ecclésiastique, international. Tout ça est Staatsrecht, le droit de l'État. Le Rechtsstaat, au contraire, est une manière de concevoir l'organisation des pouvoirs publics et leurs relations avec les citoyens.
est en quelque mesure équivalent à ce qu'on entend dans les traditions de l'état de droit français et la rule of law anglaise. Les deux conceptions de l'État et de la Constitution, je ne sais pas si j'ai été clair dans cette distinction, qui me paraît vraiment capitale pour comprendre aussi le sens des discussions qu'il y a en ce moment dans mon pays, mais je pense en général sur la Constitution. Les deux conceptions de l'État et de la Constitution présupposent certains événements historiques. Par exemple, les statuts du XVIIIe siècle et XIXe siècle sont généralement conceptualisés comme constitutions ayant été ajoutées librement aux États, les monarchies, qui se constitutionnalisent. Les constitutions octroyées, il y a le pouvoir qui octroie. Octroyer signifie accorder, mais en même temps, accordé mais révocable. Celui qui accorde peut révoquer. Je parle de l'Italie. Le Statuto Albertino, par exemple, s'est proclamé loi fondamentale, perpétuelle et irrévocable de la monarchie. Mais c'était une autolimitation qui aurait pu disparaître lorsque l'exigence même de l'État, de l'existence de l'État, aurait pu en réclamer la révocation. Ce qui a eu lieu presque immédiatement dans la guerre de l'indépendance, mais ils sont à côté. Les statuts qui s'ajoutent à l'État peuvent être révoqués par l'État même, la monarchie. C'est précisément sur la base de cette interprétation, par exemple, qu'en Piémont, les traditionalistes légitimistes qui étaient contre la constitutionnalisation. Mamma mia, questo francese è terribile. Mais c'est parfait. Alors, les traditionalistes légitimistes ont subordonné leur loyauté aux nouvelles institutions à cette conception constitutionnelle. La Constitution, le statut, c'était un ajout, seulement un ajout. L'octroi du statut était donc interprété par eux comme une affaire historiquement et accidentellement déterminée par des circonstances politiques extrinsèques. L'État avait décidé de se doter d'une constitution, de se constitutionnaliser, tout en restant État souverain, comme point focal permanent de toute conception et expérience politique. Ce n'est pas nécessaire d'accéder aux élucubrations hegeliennes pour compartir ces idées, non? L'État, le Dieu en terre, contre les conceptions constitutionnelles contractuelles de son temps. Mais au fond, celle-ci est la position de ceux qui assument l'État comme une entité nécessaire au-dessus de toute autre nécessité et de toute morale particulière. Par exemple, la morale des juristes et des constitutionnalistes. Hegel, si on pourrait dire, n'était pas un constitutionnaliste. Pour être généreux, on pourrait dire qu'il était un constitutionniste. La conception opposée, c'est-à-dire la Constitution donnant naissance à l'État, a également ses raisons historiquement déterminées. Quand un État se dissout par la debellatio, dans une guerre extérieure, par une révolution ou par l'effondrement dû à une guerre civile, quand il doit être reconstruit, l'État, quoi utiliser? Qu'est-ce que nous avons comme moyen
pour reconstruire. Encore une fois, une constitution. Seulement une constitution. Dans ce cas, la constitution vient en premier et l'État suit. L'État perd ainsi son caractère originel. Son existence souveraine se transfère aux forces capables de le reconstruire et aux symboles qui les représentent, qui représentent ces forces constructives qui font constitution. C'est-à-dire la Constitution. C'est la Constitution qui devient souveraine. Un exemple peut être la situation existant en Italie. Je ne sais pas si en France, ça est arrivé en quelques mesures aussi chez vous. Au moment de la défaite de la Seconde Guerre mondiale, avec l'effondrement de l'appareil d'État, l'occupation du territoire national par des armées étrangères, la fuite du roi et du gouvernement, la dissolution des forces armées laissées en désarroi après le 8 septembre 1943, on a dit la patrie, mais mieux dire l'État, mourut, disparut. À partir de l'effondrement, il s'agissait, comme on a dit, de construire le sable, une matière sans structure. Quelque chose de semblable est arrivé en Allemagne au moment de sa défaite. Je ne sais pas en France. En France, heureusement pour vous, ce n'était pas la même chose. Je crois. La Constitution, surtout vous avez eu la chance de pouvoir vous appeler à ce que vous dites avec ces mots si importants, si solennels, la tradition républicaine qui passe au-dessus de tout, du fascisme, de l'occupation. C'est une grande valeur, c'est une grande fortune dont vous disposez. La Constitution a été le moyen, dans les civilisations comme l'Italie ou l'Allemagne, par lequel le sans forme a repris forme. Elle a servi la reconstruction après la catastrophe et les conflits internes. Il existe de nombreux témoignages éloquents et convergents de ce qui était alors la volonté de constitution. Volonté de constitution, cette attitude de l'esprit général. Nous voulons quelque chose de stable, nous voulons la paix. La paix extérieure et la paix intérieure. Et pour ça, la Constitution. Dans la présence variée de forces politiques, sociales, culturelles et religieuses, une force éthique plus forte s'est manifestée, plus forte des divisions. La conscience commune que l'on ne pouvait pas échouer, que l'État à reconstruire était le but qui devait être atteint à tout prix. Et une constitution, miraculeusement, a été délibérée dans des conditions difficiles. Pensez qu'à cette époque, il y avait la grande division Est-Ouest, communisme, société libre. L'Europe, le monde entier était divisé en deux, et l'Assemblée constituante aussi, elle était divisée par deux. Mais néanmoins, cette volonté de constitution a eu succès, s'est affirmée. Ainsi, nous pouvons schématiquement dire que le premier exemple cité, la monarchie ou l'État qui se donne une constitution, nous montre un État qui associe une constitution à lui-même, tandis que les deuxièmes exemples nous montrent des constitutions qui fondent un État
en l'associant à elle-même, en associant l'État à elle-même. C'est une distinction qui tacitement traverse et divise le corps des constitutionnalistes au sens large, d'un côté, et les constitutionnalistes au sens strict, de l'autre côté, les constitutionnistes. C'est pour dire que nous avons des exemples de constitution, de gens qui s'occupent de constitution qui nous paraissent être trop dévoués au pouvoir de l'État, qui consacrent ses efforts à la stabilité de l'État, c'est-à-dire la stabilité du pouvoir qui s'exprime à travers l'institution étatique, d'un côté. Et c'est facile de dire qu'ils sont un peu des gens pour toute saison. Hein? Des gens qui ont occupé ces efforts, en Italie par exemple, sous le régime libéral, sous le fascisme et sous le régime constitutionnel démocratique, sans avoir aucune perplexité. Le contraire de Anschutz dont j'ai parlé. Mais pour nobilitare cette position, je dirais, eux, ils s'occupent de constitution en tant que État ayant une constitution. Et s'il faut forcer la constitution écrite pour sauvegarder l'État, il faut le faire. De l'autre côté, il y a les constitutionnalistes qui sont, si vous voulez, un peu des idéologues qui s'occupent de principes, de ce qu'il faudrait qu'il existe. Et ils sont fidèles aux principes, les droits traditionnels, les droits sociaux, les nouveaux droits. Le constitutionnalisme en 1789 a commencé une histoire. Ce n'est pas tout écrit dans l'article 16. C'est le commencement d'une grande histoire. Ça, c'est le constitutionnalisme. Et les constitutionnalistes, au sens propre du terme, selon ce que j'ai essayé de vous dire, sont fréquemment en contraste avec les constitutionnistes. Mais ils ont dans les deux champs de bataille, ils ont des idéaux. Pour certains, l'idéal, c'est l'État. Pour les autres, l'idéal, c'est la tradition constitutionnelle qui doit fonder un État conforme. On pourrait même dire, pour les premiers, l'État doit conformer à soi-même le droit constitutionnel. Pour les secondes, le droit constitutionnel doit conformer à lui-même l'État. Ce sont deux perspectives radicalement différentes. Et j'ai pensé, en disant ce que je viens de dire, que ça pourrait être un effort de clarification, non? de démonstration, et même de justification de ce qui se passe devant nous, sous nos yeux. Et donc, si vous voulez, j'ai terminé. Si vous ne voulez pas, nous pouvons rester jusqu'à 21h ou même 21h. Dites-moi, démocratiquement, on peut décider. On va peut-être engager la discussion avec voilà, la c'est salle. bien.